Le 30 avril 2024, tout était prévu, tout, sauf lui. Dans une salle bondée de chefs d'État, une silhouette a surgi sans prévenir. Pas d'invitation, pas de discours, juste une présence qui a bouleversé l'Afrique entière. Ibrahim Traoré, capitaine du peuple, entre en silence. Et la foule en délire oublie tout le reste. Pourquoi ? Qui est-il vraiment et que signifie cette apparition ? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez voir n'est pas qu'une image, c'est un signal. Le 4 septembre 2023, au cœur de Libreville, le protocole bien huilé de l'investiture du nouveau président gabonais a été brusquement bousculé. Dans une salle bondée sous les regards de dizaines de caméras et de délégations diplomatiques figées dans leurs formalités, une silhouette surgit sans fracas, mais avec un poids symbolique immense, celle du capitaine Ibrahim Traoré. Il n'était ni attendu comme hôte d'honneur ni annoncé en grande pompe. Pourtant, en l'espace de quelques secondes, la foule s'est levée, a hurlé son nom, a pleuré, a chanté. Ce n'était plus une cérémonie d'État, c'était une scène de reconnaissance populaire presque mystique. Que s'est-il passé ce jour-là au-delà de la politique ? Ce moment capté par les objectifs et amplifié par les réseaux sociaux est devenu viral, non pas à cause de sa mise en scène spectaculaire, mais parce qu'il portait un souffle nouveau, brut, authentique, profondément africain. Ce n'est pas tous les jours qu'un chef d'État provoque une telle onde de choc, simplement par sa présence silencieuse. Et surtout, ce n'est pas tous les jours qu'un homme politique, jeune militaire, peu diplomate au sens classique du terme, est perçu non comme une menace ou une anomalie, mais comme une promesse. Il faut se poser la question de fond, pourquoi la simple apparition d'un homme en treillis militaire suscite-t-elle autant d'émotions collectives ? Pourquoi des milliers de citoyens sans affiliation politique explicite acclament-ils ce visage burkinabé comme un libérateur, alors qu'il ne représente formellement que son propre pays ? La réponse tient peut-être dans l'état psychologique d'un continent fatigué d'être représenté sans être entendu, gouverné sans être protégé, et trahi par des promesses vides. La scène de Libreville n'est pas un hasard, elle est le miroir d'une Afrique blessée, mais éveillée d'une jeunesse en quête de repères authentiques, d'une mémoire qui réclame justice et de voix qui refusent désormais de murmurer. Ibrahim Traoré, à cet instant précis, n'était pas un homme d'État de passage, il était un symbole vivant, une projection collective de ce que pourrait être l'Afrique lorsqu'elle regarde enfin vers elle-même. L'enthousiasme populaire déclenché par la présence d'Ibrahim Traoré au Gabon ne peut être compris que si l'on prend la mesure du contexte continental dans lequel il s'inscrit. Il ne s'agit pas simplement d'un engouement spontané, mais de l'expression concentrée d'un ras-le-bol historique ancré dans des décennies de frustration accumulée de souveraineté confisquée et de pactes géopolitiques inavouables. L'Afrique centrale en particulier porte encore les stigmates d'une indépendance inachevée où la façade institutionnelle masque souvent la dépendance économique et militaire vis-à-vis d'anciennes puissances tutélaires. Depuis plusieurs années, un glissement s'opère. Les discours officiels longtemps polissés et calibrés pour plaire aux partenaires extérieurs ne trouvent plus d'écho auprès des peuples. Les mots coopération, stabilité ou continuité institutionnelle résonnent désormais comme des formules creuses, voire comme des insultes à l'intelligence collective. Dans plusieurs capitales africaines, des manifestations ont éclaté pour dénoncer la présence de bases étrangères, la mainmise sur les ressources stratégiques ou encore la reconduction de dirigeants vieillissants déconnectés des réalités sociales. Le Gabon, théâtre de la scène évoquée, est emblématique de ce décalage entre pouvoir établi et aspiration populaire sous la dynastie Bongo. Le pays a connu une stabilité de façade souvent vantée par les chancelleries occidentales. Mais cette stabilité avait un prix, une richesse concentrée, une jeunesse marginalisée, une presse muselée. L'alternance démocratique y est longtemps restée un mirage, et lorsque le régime s'est finalement effondré sous le poids de sa propre inertie, c'est un vide symbolique qui s'est installé, qui désormais incarne une voix différente, qui ose dire ce que beaucoup pensent tout bas. C'est dans ce vide précisément que s'est engouffré le regard porté vers Ibrahim Traoré. Non pas parce qu'il prétend offrir une solution universelle, mais parce qu'il incarne une rupture de ton, de posture, de temporalité. Il appartient à une génération née après les grandes indépendances qui n'a pas connu le colonialisme directement, mais qui en subit les répliques. Une génération qui ne veut plus de chefs d'État gestionnaires des intérêts étrangers, mais de véritables dépositaires de la volonté populaire. Ce changement de paradigme ne se limite pas aux sphères politiques. Il traverse les esprits, les récits, les symboles. Le rejet du franc, CFA, les appels à la réforme des chartes de l'Union africaine,
la volonté de contrôler ses propres données numériques ou ses chaînes logistiques. Tout cela témoigne d'une dynamique de fond. Une dynamique certes encore fragile, parfois brouillonne, mais irrésistible. Une dynamique qui veut replacer le mot « indépendance » au centre des pratiques, pas seulement dans les discours. Ce contexte explique aussi pourquoi des figures atypiques militaires jeunes, parfois formées loin des circuits classiques, gagnent en crédibilité. Elles dérangent, certes, mais elles redonnent de l'espoir. Elles refusent la langue de bois diplomatique. Elles rappellent que l'autorité n'est pas l'apanage des années d'expérience, mais aussi de la cohérence, de l'intégrité, du courage. Ce sont elles qui aujourd'hui remplissent un vide moral, là où les institutions ont cessé d'inspirer. En définitive, si la foule gabonaise a exulté, ce n'est pas par culte de la personnalité. C'est parce qu'en l'absence de repères solides, le moindre geste qui tranche avec la norme devient un acte politique fort. Et dans une Afrique en quête de renouveau, chaque présence sincère devient un cri d'espérance. Ibrahim Traoré n'a pas demandé à devenir une icône. Il ne s'est pas proclamé sauveur, ni même porte-étendard d'un quelconque mouvement idéologique structuré. Pourtant, malgré lui, ou peut-être grâce à ce refus, justement, il est devenu un miroir brut dans lequel une partie de la jeunesse africaine ose enfin se regarder sans honte. Non pas parce qu'il serait parfait, mais parce qu'il est lisible. Lisible dans sa posture, dans ses silences, dans son refus des codes diplomatiques établis. C'est cette lisibilité rare dans le champ politique qui explique la puissance de son image. Contrairement à beaucoup de dirigeants africains passés par les mêmes écoles d'élite rompues aux usages feutrés de la coopération internationale, Ibrahim Traoré incarne une césure presque viscérale avec le système en place. Dès ses premières prises de parole, le temps est donné, pas de détour, pas d'effusion. Une parole nue, parfois rude, mais ancrée dans une réalité que les élites préfèrent ignorer. Quand il parle, ce n'est pas à Bruxelles ou à Paris qu'il semble s'adresser, mais à Ouagadougou, à Bamako, à N'Djamena, aux rues poussiéreuses, aux vendeurs ambulants, aux mères silencieuses et aux jeunes désabusés. Son refus catégorique de maintenir les bases militaires françaises sur le sol burkinabé, ses critiques explicites contre l'instrumentalisation du terrorisme par certains partenaires extérieurs, ou encore sa volonté de redonner aux populations locales la maîtrise de leurs ressources minières, ne relèvent pas simplement d'une stratégie populiste. Il ne cherche pas à séduire mais à reprendre la parole là où elle a été confisquée. Et cela dans un continent trop souvent habitué à l'autocensure diplomatique résonne comme un séisme. Sa jeunesse, loin d'être un handicap, devient un vecteur de proximité. À 34 ans, il parle un langage qui n'est pas celui de la génération des pères fondateurs, mais celui de ceux qui ont grandi avec Internet, qui ont vu les échecs successifs de la bonne gouvernance imposée de l'extérieur et qui ne croient plus aux slogans creux des conférences internationales. Dans un monde saturé d'images contrôlées où le moindre geste d'un chef d'État est scénarisé, la sobriété de Traoré frappe. Pas d'escorte ostentatoire, pas de costume, 3 pièces, pas de discours ronflant, un treillis, un regard franc, un micro, et parfois même rien d'autre que le silence. Ce silence précisément en dit long. Là où d'autres comblent l'espace médiatique de paroles vides. Traoré cultive la retenue comme une force politique. C'est peut-être là le plus grand contraste avec ses homologues, il n'a pas besoin de promettre. Il agit et laisse la population tirer ses propres conclusions. Cette posture tranche radicalement avec celle des leaders qui, depuis des décennies, ont échoué à transformer leur pays malgré des centaines de promesses. Mais cette figure, aussi magnétique soit-elle, dérange. Elle dérange parce qu'elle met à nu les simulacres du pouvoir. Elle rappelle que le courage politique n'est pas une fonction de l'âge ou du curriculum vitae, mais de la capacité à dire non, à incarner une limite, à refuser les compromis mortifères. Elle dérange aussi parce qu'elle ouvre un espace d'attente, celle d'une cohérence sur le long terme d'un projet structuré au-delà des postures. Et cet espace est à double tranchant, car il expose Traoré à la déception, à l'usure, à la récupération. Mais pour l'heure, sa figure fonctionne comme une boussole morale dans un océan de cynisme. Elle recentre le débat là où il doit être sur la dignité, sur la justice, sur l'intégrité. Non pas en grandes théories abstraites, mais dans le concret du quotidien. L'accès à l'eau, à la terre, à l'éducation, à la parole. Ce que l'on a vu à Libreville ce jour-là ne relève pas du spectacle politique ordinaire. Ce n'était ni un accueil protocolaire, ni une mise en scène orchestrée pour flatter un allié stratégique. Non, c'était quelque chose de plus brut, de plus organique, de plus irrépressible. Un élan populaire, une onde d'émotion, une vérité collective, criée à plein poumon. Lorsque la foule gabonaise a reconnu Ibrahim Traoré,
Elle ne voyait pas seulement un dirigeant venu assister à une cérémonie d'investiture. Elle reconnaissait en lui une part d'elle-même longtemps étouffée qui cherchait enfin à s'exprimer. Certains ont pleuré, d'autres ont levé le poing comme pour sceller une alliance muette. Des militaires ont quitté leur rang pour saluer discrètement le capitaine burkinabé. Le protocole pourtant rigoureux en ces occasions n'a rien pu contenir. Il s'est fissuré sous la pression d'un trop-plein d'émotions, car au fond cette clameur n'était pas dirigée contre quelqu'un, mais vers quelque chose. Quelque chose qui manque depuis trop longtemps, une figure qui écoute sans juger, qui parle sans trahir, qui marche sans se courber. Dans cette foule hétéroclite faite d'étudiants, de fonctionnaires, de mères, de familles et de jeunes sans emploi, un langage commun s'est imposé sans mots. Le langage du refus de l'humiliation, du refus de l'indifférence, du refus de l'oubli. Depuis trop longtemps, les peuples africains vivent dans un état de résignation larvée. On leur a appris à se taire, à patienter, à espérer. Mais espérer quoi? Le retour de l'État, une justice qui fonctionne, une dignité retrouvée. Ce jour-là, l'espoir a pris un visage et la rue a répondu. Ce phénomène d'identification immédiate ne peut pas être réduit à une simple projection émotionnelle. Il est le fruit d'un long processus d'érosion des légitimités traditionnelles. Quand des présidents s'accrochent au pouvoir, que des élections sont truquées, que les richesses nationales s'évaporent dans des circuits opaques, alors toute figure qui rompt le silence devient de fait un symbole. Et ce symbole, c'est la foule qui le crée. Ce n'est pas Traoré qui s'est désigné. Leader continental, c'est la foule qui l'a intronisé. On a vu cela ailleurs ces dernières années. Au Mali, au Niger, au Tchad, des foules ont acclamé des militaires jeunes, souvent porteurs de discours de rupture. Mais dans le cas de Traoré, une différence saute aux yeux. Il ne court pas après les caméras, c'est elles qui le suivent. Il ne multiplie pas les déclarations grandiloquentes, mais chaque mot qu'il prononce devient viral, car il touche juste. Il ne joue pas sur les passions identitaires, mais sur l'éveil des consciences panafricaines. C'est cette dimension panafricaine qui confère à l'événement de Libreville une portée historique. Car la foule ne criait pas seulement « Traoré président », elle criait « Enfin quelqu'un qui nous comprend », au-delà des frontières des ethnies, des langues. Dans une Afrique morcelée par des décennies de stratégie du divisé, pour mieux régner une telle communion émotionnelle est rare, presque subversive. Elle dépasse les lignes de fracture habituelles. Elle annonce une nouvelle géographie politique fondée non plus sur les capitales, mais sur les cœurs. Ajoutons à cela l'écho médiatique sans précédent. Les vidéos filmées depuis des téléphones portables partagées en boucle sur WhatsApp, TikTok et YouTube ont amplifié la scène jusqu'à en faire une séquence fondatrice. Des commentateurs ivoiriens, camerounais, béninois y ont vu le réveil d'un continent. Des jeunes burundais ont lancé des pages « Traoré notre fierté ». Des étudiants congolais ont reproduit des fresques à son effigie. Le phénomène a dépassé l'événement initial, il est devenu contagieux. Cette contagion n'est pas sans risque. L'émotion peut masquer la complexité. L'adhésion spontanée peut se transformer en attente démesurée. Et toute figure charismatique court le danger d'être enfermée dans un rôle qu'elle n'a pas choisi. Mais il faut aussi reconnaître la force de ce moment. Il rappelle que les peuples africains longtemps réduits au silence savent encore reconnaître l'authenticité, le courage, la fidélité à une cause juste. Ils savent faire la différence entre un discours appris et une parole vécue. Ce jour-là, à Libreville, ce n'était pas la foule qui suivait un homme. C'était un homme qui confirmait l'intuition d'un peuple. Et cette intuition devenue émotion partagée est peut-être le socle le plus solide sur lequel l'Afrique peut enfin reconstruire sa dignité. Il y a dans cette scène de Libreville une promesse que nous n'avons pas le droit de trahir. Une promesse silencieuse formulée non pas dans les discours officiels, mais dans les regards, dans les poings levés, dans les larmes d'une foule qui pour une fois ne s'est pas contentée d'assister, mais a exprimé, incarné, existé. Ce n'est pas Ibrahim Traoré seul que le peuple a acclamé, c'est la possibilité enfin palpable d'une autre manière d'être gouverné. D'une gouvernance qui ne se pense pas en fonction des ambassades étrangères, mais en fonction du quotidien des femmes et des hommes que l'on prétend représenter. Ce moment, si bref soit-il, nous impose une responsabilité. Il nous appelle à l'écoute. Écoute des signaux faibles de la société, des silences imposés trop longtemps. Il nous appelle à la conscience, conscience des jeux de pouvoir, des héritages aliénants, des compromissions que l'on maquille en coopération. Et surtout, il nous appelle à la transmission d'un souffle, d'une exigence, d'un éveil. Car ce que la foule a manifesté ce jour-là ne doit pas rester un simple souvenir viral.
Il faut que cette émotion se mue en maturité politique, en construction collective, en mouvement durable. Bien sûr, Ibrahim Traoré n'est pas un messie. Il est jeune humain, et comme tout homme faillible, il fera sans doute des erreurs. Mais son existence politique nous oblige à réinterroger nos attentes. Cherchons-nous des idoles à applaudir de loin ou des bâtisseurs à accompagner? Critiquer, soutenir. Le défi n'est pas de glorifier un individu, mais de comprendre ce qu'il représente. Un seuil franchi, une génération qui dit « enfin non », une Afrique qui ose. Nous entrons dans un temps nouveau, un temps où les peuples ne se contentent plus d'observer. Un temps où l'indignation devient acte, où le souvenir des luttes passées devient levier d'action présente. Ce temps-là ne tolère plus la complaisance. Il exige du courage, de la clarté, de la fidélité. Ibrahim Traoré, par son silence et sa fermeté, a su réveiller un continent. Mais ce n'est pas à lui seul de le porter. C'est à nous, citoyens intellectuels, paysans, étudiants, exilés, de faire vivre ce sursaut. Et si la foule a crié ce jour-là, ce n'est pas pour flatter un homme. C'était un cri d'appel, un cri d'Afrique à elle-même. La vraie question aujourd'hui n'est donc plus qui est Ibrahim Traoré, mais bien qui sommes-nous face à ce qu'il révèle, et surtout, qu'allons-nous faire de ce moment, le regarder passer ou le transformer en départ. Si cette vidéo vous a touché, ne partez pas sans laisser une trace. Likez cette vidéo pour montrer que vous croyez vous aussi en une Afrique qui se tient debout. Partagez-la avec ceux qui, comme vous, cherchent un sens au milieu du bruit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits puissants, vrais, portés par l'espoir et la lucidité. Ce n'est pas qu'un simple contenu. C'est une parole que l'on transmet, un regard que l'on porte, un engagement que l'on renouvelle. Et vous, que ressentez-vous face à ce réveil des consciences? Croyez-vous comme nous qu'un nouveau chapitre s'écrit devant nos yeux? Laissez-nous vos pensées en commentaire. Ici, chaque voix compte, car ce n'est qu'ensemble que nous faisons battre le cœur d'une Afrique libre et digne.